Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Eh bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate en ce début d'automne assez rude. Il y a le Covid qui revient, ça c'est pour les bad news. Il y a une vague là, on est tous strike. J'espère que ça va, que vous arrivez à passer entre les mailles du filet et que si vous êtes touché, vous prenez soin de vous dessus. Mais ce n'est pas du tout le sujet de l'épisode du jour. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va voir que le matériel ne fait pas forcément le triathlète et que c'est pas celui qui paye le plus cher et qui a le plus gros porte-monnaie qui gagne forcément les courses. On a tous connu ce moment, je suis parti de ce postulat-là, j'étais dans mon canapé, j'ai vu une pub Canyon et j'avoue que le petit vélo aéro de chez Canyon, ça me donne envie, ça m'a donné envie, je me suis dit si j'avais ce vélo, vraiment, je suis sûr que je défoncerais tout. J'aurais plus beaucoup de limites sur les Ironman plats. Les sables, ça serait pas passé comme ça du tout. Et je me suis laissé avoir. J'ai continué. Je suis allé jusqu'à le mettre dans mon panier et j'ai arrêté après parce qu'il m'affichait 12 000 euros. Et c'est ça qui m'a freiné. On m'aurait dit c'était 50 euros, j'aurais craqué. Mais là, le 12 000 euros pour le vélo, c'était pas un budget du tout prévu. Donc, forcément, projet abandonné. Ceci dit, si Canyon, vous souhaitez sponsoriser un athlète passionné, mais pas pro, n'hésitez pas, si vous passez par là, mon adresse mail est dans la description. On envoie un petit DM et on collab. Ça, je pense que tout le monde serait bouillant et chaud patate dessus. Mais peu importe que ça vous le fasse, je suis quasiment sûr que ça vous l'a déjà fait. Peu importe que ça vous le fasse avec un vélo Canyon à 12 000 ou un casque aéro, une combi dernière génération ou pas, ou juste une nouvelle combi, une trifonction qui est magnifique. Ça peut être avec des chaussures, les chaussures de vélo ou les tenues de vélo peuvent être absolument belles. Le vélo reste le pôle dans lequel on dépense le plus d'argent. Pareil pour la combi de natation. Bref, vous avez compris. On a tendance à se dire, si j'achetais ça, je serais vachement plus fort, je serais plus efficace, je flotterais mieux, je fendrais mieux l'air. Ce serait tout mieux, tout beaucoup mieux. Et ben justement, on va voir dans cet épisode que non, que pas forcément. On va parler métrique, on va parler chiffres et on va voir sur quel pôle vous pouvez vraiment jouer et que c'est pas le matériel qui fait le triathlète. On va essayer d'aller voir les dessous de la vérité sur la tech, la performance et la mentalité du triathlète, quel positionnement avoir. Parce que oui, on n'a pas tous les moyens de mettre 15 000, 20 000 euros dans son équipement pour faire du triathlon. De mon point de vue, je trouve même presque ça ridicule d'aller faire 500e sur une course, mais d'avoir dépensé 15 000 ou 20 000 euros comme si on était un professionnel dessus. Alors, hormis ceux qui sont pros ou qui cherchent à le devenir, là, c'est différent. C'est une vision professionnalisante du sport. On n'est pas dans le cadre amateur. Dans le cadre amateur, j'extrais tout de suite, on va évacuer ce sujet-là de suite. J'enlève l'achat plaisir. C'est-à-dire que là, on se situe vraiment dans la notion de performance, de gain en temps, en aéro, en flottabilité, peu importe. Mais on parle bien d'un effet gain de temps. Quels sont les réels impacts de tout ce matériel et quelle est la différence entre le marketing et la communication des marques et réellement l'impact que ça peut avoir. Parce que je sais pas vous, moi j'y vois plus trop clair et je sais pas trop. Évidemment, c'est une blague, j'ai préparé l'épisode, j'y vois un peu plus clair. Mais globalement, j'ai l'impression que quand on est sur Insta, YouTube, peu importe, même Internet, on est inondé de pubs, on est inondé d'axes marketing de plus en plus intelligents et il y a toujours un moment où ça nous parle un peu plus, qu'il y a un argument marketing qui nous parlera un peu plus que les autres et ça devient dur d'y voir clair, de se dire ok, mais cet argument marketing il est vraiment pertinent, ça va vraiment me faire gagner quelque chose et j'essaye de jamais perdre de vue que quand on te donne A en argument marketing, c'est qu'il n'y a pas B derrière et qu'il n'y a aucun élément hormis à part avec la couche marketing qui a A, B, C, D et toutes les lettres de l'alphabet dans ce que tu recherches. Il n'y a jamais quelque chose qui soit 100% complet dessus
Et je sais que vous recherchez forcément un petit peu la performance. Alors par performance, ça peut être finir votre premier triathlon S, hein. Je vous le dis, la performance n'est propre qu'à vous-même. C'est vous qui mettez le curseur de la performance. Ne dites jamais, j'en suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est les mecs qui font les Ironman, c'est des surhommes. Non, 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 rien à voir. Mon premier jog, j'ai fait 20 minutes avec 2 arrêts de 15 minutes. J'avais un léger surpoids. Et 15 ans plus tard, j'ai fait un Ironman. C'est pas que je suis une machine, c'est que j'ai jamais lâché. C'est ça la grosse différence. Si vous avez un rêve, mettez-vous en quête de ce rêve-là. Ça, je le répéterai jamais assez. Au-delà de tout, lancez-vous. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Écoutez pas ce que les autres vous disent. Écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous dirait non, c'est pas pour toi, t'en es pas capable. Juste timer le temps. C'est peut-être juste la timeline qu'il va falloir revoir parce qu'effectivement, si vous avez du mal à faire 20 bornes de vélo en one shot, vous dire je vais faire 180 bornes dans 6 mois, ça peut être un gap qui est un peu gros et vous allez vous dégoûter. Donc on met juste une timeline qui est cohérente pour l'objectif. Bref, petite digression, mais je le rappellerai de plus en plus souvent parce que j'ai de plus en plus de personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'osent pas se lancer sur cette aventure-là, alors que c'est une super chouette aventure et qu'à part l'orga, c'est vraiment des chouettes souvenirs et des chouettes moments. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de matos, de watts, de GPS, de puissance, mais surtout de tout ce qui se cache derrière la quête de contrôle du triathlète. La peur de ne pas en faire assez et la manière dont le triathlon, au fur et à mesure des années, est devenu le sport le plus technologique et le plus riche du monde, mais pas forcément le plus intelligent. Et c'est là-dessus que je vais insister et que va être tout le propos et qu'on va détailler ensemble. Bienvenue dans cet épisode de Triathlon Talk, le podcast où on parle entraînement mental, performance, on discute de tout et de rien sur le triathlon. Moi, c'est Benjamin, je suis l'hôte de ce podcast, ravi si vous nous rejoignez. Je suis coach en triathlon, trail et course à pied depuis maintenant 5 ans. Et à travers ce podcast, au début, je voulais juste vous partager mon aventure sur mon premier Ironman, mais au vu de l'engouement et des retours que j'ai eus et du plaisir que je prends à faire ces épisodes, à vous parler sans filtre, j'adore ce moyen de communication, vraiment, c'est un vrai kiff. J'ai décidé de continuer, j'ai décidé de prendre des sujets un peu random. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que le but c'est aussi pour vous. Moi je m'éclate à le faire, mais c'est pour vous et que ça vous serve. Donc si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas, vous m'envoyez des questions dans les commentaires de cet épisode-là ou directement en DM sur Instagram et ça pourra toujours faire l'objet d'un épisode de podcast. Pareil, si jamais vous avez des invités avec des axes intéressants, ça peut être très cool à aborder. Voilà pour cette partie-là. On va attaquer du coup tout de suite sur le triathlon, ce sport où ton vélo coûte plus cher que ta voiture. Et ça, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, ça l'est. Mon vélo est plus assuré que ma voiture et ça, c'est quand même un truc qui est très très drôle et il y a que les triathlètes ou les cyclistes qui peuvent comprendre cette idée-là parce qu'on est parmi les sports les plus chers avec l'équitation. Mais l'équitation, c'est du cheval et c'est vivant, c'est autre chose quand même, hein. C'est pas le même sport, voilà, ça vous l'auriez deviné tout seul sans moi et sans cet épisode-là, évidemment. Mais c'est le seul sport où tu peux faire doubler par un mec qui a un vélo encore plus cher que ton vélo, plus cher que ta voiture. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a un espèce de concours. Ils ont annoncé le prix du parc à vélo sur les sables de l'Ironman. Il y en avait pour plus de 2 milliards ou 2 millions, je sais plus. Oh, j'ai plus du tout l'ordre de grandeur. Zut, le chiffre m'échappe. Que ce soit 2 milliards ou 2 millions, le chiffre est beaucoup trop colossal. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils annonçaient un prix moyen du vélo à 8 000 euros. C'est-à-dire que le prix moyen random du vélo, quand on prend les vélos très chers et les vélos pas chers, on a 8 000 euros. Moi, mon vélo, il vaut 3 500 balles. Oui, j'ai une voiture vraiment pourrie. Qui c'est qui va juger d'abord? Je fais plus de vélo que de voiture. Alors, j'ai pas besoin de mettre 20 000 euros dans ma voiture. Non mais on se permet pas de juger. Et mon premier triathlon, je l'ai fait avec un vélo à 500 balles. Là, ma voiture est plus chère. Bon, on va arrêter cette comparaison parce que ça devient ultra gênant. Mais on peut se lancer sur triathlon avec n'importe quel vélo. C'est pas le vélo. J'attaque et je commence par le vélo parce que c'est le pôle vraiment qui est le plus cher et qui freine le plus les triathlètes. Alors,
Mentalement, c'est la piscine, c'est la natation qui freine le plus, mais d'un point de vue équipement, c'est le vélo qui freine le plus parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on peut pas se lancer si on n'a pas un vélo aéro, full carbone, hyper profilé, beau gosse, etc. Et depuis 10 ans, moi en tout cas, ça fait 15 ans que je pratique et depuis 10 bonnes années, un petit peu comme sur le trail, il y a une explosion du marché du triathlon. Et là, ça s'est accentué depuis un an et demi, avec tous les influenceurs qui viennent sur Ironman, sur le label Ironman, qui sont invités, qui cherchent à se développer. Il y a une vraie explosion de ce marché-là. Et donc, du coup, forcément, du matériel qui va avec, des vélos aéros, capteurs de puissance et tout ce qu'il y a. Et toutes les innovations, des combinaisons performance qu'on peut voir. Mais quelle est la vraie différence dans tout ça? Sachez, gardez en tête que chaque innovation, ça promet environ 2% de performance. Alors, c'est là où je vous pose la question. Quel intérêt quand vous faites un triathlon S ou un triathlon M? On va prendre le triathlon M, pas pour dénigrer quoi que ce soit ou rabaisser quoi que ce soit, plutôt parce que je trouve que c'est un chrono qui parle le plus random, le plus flat, le plus entre guillemets accessible, sachant que si vous êtes sur triathlon S, c'est le même discours mais avec les chronos de triathlon S. Faire un triathlon M en 3 heures, ce qui est très bien, parce qu'un chrono tout à fait honnête. Tu t'es entraîné, ça fait 6 mois, 1 an que tu as envie de faire du triathlon, voire 2 ans, voire 3 ans. Tu es passé par le triathlon S, tu as commencé par développer la course à pied, le vélo, bref, tu as fait ton petit parcours, tu as fait ton triathlon. Tu te retrouves en 3 heures, 2h45, même 2h30, 2h20, 2h15, jusqu'à 2 heures globalement, même 3h30, 4 heures, on peut y aller, il n'y a pas de souci, peu importe en fait le chrono. Posez-vous la question, c'est 2% de gains que vous allez mettre dans votre vélo. Allez, on va le faire ensemble. Vous achetez votre vélo aéro, vous achetez donc 10 000 balles, vous achetez votre capteur de puissance, à peu près 800 euros, vous achetez une montre GPS ou un compteur Garmin ou un compteur Coros multisport pour le vélo. Vous remettez 600 balles dedans, vous achetez une combinaison de natation performance, vous remettez 500 balles dedans, vous rachetez une trifonction, vous remettez 180 euros dedans, vous achetez des chaussures carbone, parce que le carbone c'est important et vous êtes fait avoir par le marketing en disant que le carbone c'était trop bien, et du coup vous remettez 250 balles dans votre paire. Trop bien, vous avez gagné 2%, donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10, vous avez gagné 10% de gains. Trop bien, là comme ça vous dites bah ouais je signe, je gagne 10%, c'est trop cool, 10% de performance. Mais 2% sur un chrono mal géré, ça reste, même 10%, ça reste un chrono qui est raté. Si vous n'avez pas réussi à vous alimenter, si vous êtes arrivé explosé parce que vous n'avez pas dormi, si votre vélo il vous fait mal au dos parce qu'il est putain j'ai le mot en anglais qui me vient, qu'il n'est pas adapté à votre posture et qui vous fait mal au dos, bah forcément, vous allez descendre du vélo, vous allez avoir mal au dos avec tout votre équipement magnifique, hein. Vous allez avoir une barre dans le dos, vous allez commencer à courir avec vos carbones et juste vous allez vous arrêter parce que le dos il sera en vrac. Donc faut pas oublier que le matériel c'est un amplificateur de performance. Et si vous prenez vos 10%, on va prendre le chrono de 3 heures parce que c'est le plus parlant. Si vous prenez, donc on va avoir 180 minutes, vous allez avoir sur ces 180 minutes 30%. Pour le calcul, on va arrondir à 200 minutes, ça va être plus simple. Ok, donc 3h20 du coup. Si vous êtes sur les bases de 3h20, 10% de gain sur 200, bah, ça va être logiquement 20 minutes. Vous allez gagner 20 minutes sur votre triathlon. Donc vous allez passer de 3h20 à 3h. Trop bien, top. Encore une fois, dit comme ça, on signe. Mais si derrière vous n'arrivez pas à courir, vous avez une barre dans le dos et vous prenez pas de plaisir, ça ne sert à rien. Maintenant, je vous pose la question, quel est le gain si jamais au lieu de faire 40, 50, 60 bornes de vélo par semaine, 15, 20, 30 km de course à pied par semaine, vous arriviez à passer à 60, 80, 100, 150, 200, 400, ça pour les prépas Ironman, 400 km de vélo par semaine. Sur la course à pied, vous arriviez à passer à 50, 60. Moi, je suis monté à 65 sur la plus grosse semaine de prépa course à pied, kilomètres. Vous montiez même, il n'y a pas de limite en soi là-dessus, vous pourriez monter à 80, 100. Après, évidemment, il y a le chrono qui va avec, mais croyez-moi bien que le gain que vous allez avoir à passer de 30 km semaine de course à pied à 60 km semaine ou de 50 km semaine en vélo à 100 km semaine, vous allez doubler votre temps d'effort, va être
beaucoup plus important parce que vous allez passer de 28 km/h de moyenne à 33 km/h et vous allez gagner 25-30 minutes. Alors évidemment, c'est moins significatif sur un M. Ce 10%, il est très subjectif, c'est-à-dire qu'évidemment, ça promet une innovation, enfin chaque innovation promet 2% de performance. Ça reste 2% de performance théorique si vous avez déjà maximisé tous vos curseurs, si vous êtes déjà stable sur votre vélo, si vous avez le volume nécessaire, si vous courez 5 km par semaine, vous avez beau acheter des carbones, vous courrez toujours que 5 km par semaine, alors vous les courrez peut-être un peu plus vite. Peut-être vous favoriserez aussi un terrain inflammatoire et le risque de blessure. Mais vous courrez effectivement un petit peu plus vite avec un petit 2% plus rapide. Tout ça, et on est bien d'accord, hein, c'est très théorique. C'est des petits gains qu'on va venir empiler. Pareil, avoir du poids sur le vélo. Je vois énormément de. Alors là, big up à tous les cadres dynamiques. Je vous adore. C'est très. En vrai, c'est très amical et très marrant parce que c'est un profil type quand même. On serait un petit peu autruche de le nier. Ce sont quand même des profils types qui reviennent. Le mec de 40 ans qui gagne bien sa vie, qui a les moyens et qui, tu sens qu'au travail, il accepte les restos pour signer des contrats. Rien contre le vivez, kiffez votre vie, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, avec les années, le kiff, les enfants qui y sont venus, la famille, il y a un petit embonpoint qui s'est installé, rien de dramatique, mais un petit embonpoint. Il y a 3, 4, 5. On parle encore une fois dans le scope de la performance. 3, 4, 5 kilos qui sont greffés de ci, de là. C'est pas énorme. Vous avez toujours vous êtes toujours sportif, vous êtes toujours en forme physique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous allez acheter votre vélo, vous allez gagner votre vélo, il va passer de 8 à 6 kilos. Trop bien. Il va être un peu plus profilé. Trop bien, trop cool. Tout ça va être trop bien. Les petits éléments, vous allez avoir des vis où on va avoir gratté du 5 grammes sur la vis. Trop cool. Et si tu fais un petit régime, attention, j'aime pas les régimes, donc on fait pas forcément de régime, mais c'est le mot qui est associé à ça. Si jamais tu fais un peu plus attention à ton alimentation, si jamais tu essayes de manger un peu moins gras, un peu moins d'alcool, de pas forcément accompagner ton repas d'entreprise avec un verre de vin ou avec une bière, parce que c'est extrêmement calorique, pas pour le côté plaisir de la vie. Ça, plaisir de la vie, on se laisse un petit apéro parce que c'est important de kiffer. Mais si tu essayes plutôt de devenir fit et de perdre ces 3, 4, 5 kilos d'embonpoint qui t'empêchent à la performance, bah, tu vas gagner en 6 mois et en dépensant même moins parce que tu vas un peu moins manger, tu vas moins dépenser en alcool, en malbouffe, en saucisson, en chips, etc., en gâteaux. Potentiellement, tu vas perdre ces 3, 4, 5 kilos qui traînouillent, qui t'embêtent, qui vont te permettre aussi de te sentir mieux dans ta peau, dans ta tête, etc. Pourquoi pas, hein, tout ça est très théorique, mais dans le cadre d'une performance, tu auras gagné 5 kilos. Ce qui, sur le vélo, est un facteur extrêmement limitant, le poids. Donc, tu as mis 8000 balles pour gagner 2 kilos sur ton vélo, là où tu aurais pu gagner 500 € de course ou de frais de bouche et perdre 5 kilos et gagner 5 kilos. La performance entre le gain de 5 kilos que tu auras sur ton corps, je parle pas de devenir rachitique, hein, attention, ou anorexique, ou on n'est pas dans des TCA, etc. On reste vraiment sur du basico-basique. Ne me prenez pas les exemples, tous les exemples qui découlent de ça et tous les cas extrêmes qui découlent de ça. On est sur un profil normal de quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes de santé, voire pas de problème de santé du tout, mis à part un petit plaisir de la vie. Ben, à quel moment ça impacte plus dans un souci de performance? Attention, moi je suis pour les 5 kilos d'embonpoint de plaisir et la performance sur la partie triathlon, mais quand même pensez à kiffer parce que on confère le point ci-dessus du début, on va faire top 500, ça n'a aucun sens de dédier l'intégralité de sa vie et de ses passions pour faire top 500 en triathlon et juste flex à la machine à café en soi. À part notre ego, tout le monde s'en fout au repas de famille quand on en parle triathlon, à moins qu'il y ait un autre triathlète avec qui on puisse discuter. Globalement, tonton Roger, il s'en beurre, hein, il en a rien à faire. Tant que tu lui resserres un coup de rouge, il est content. C'est son seul intérêt. Donc, n'oubliez jamais que le matériel, c'est un amplificateur de la performance, mais que la performance, elle peut aller se chercher ailleurs. Je vous ai pris cet exemple du poids parce qu'il est très frappant sur le vélo. Mais l'équipement, le matériel n'amplifiera pas ce que tu es déjà et le travail que tu mets à toi progresser. Si t'es bon, il t'aide. Si t'es meilleur, il t'aide encore plus. Et si t'es mauvais,
eh ben, il amplifie tes erreurs. Si tu fais n'importe quoi, si tu as une mauvaise posture sur ton vélo, bah, tu auras une mauvaise posture sur un vélo très cher et potentiellement, tu augmentes ton risque de blessure, tu augmentes ton risque de ne pas finir la course à pied dans des bonnes augures et tu augmentes juste ces chances-là. Donc, c'est pas forcément tout le temps le meilleur choix et c'est ça le propos. On va regarder maintenant ce que dit la science vraiment sur le gain matériel. On va rester sur la partie vélo parce que tout le reste est très à la marge. Au niveau des différentes études qu'il y a eu, un vélo aéro, on peut économiser entre 3 et 5% de puissance à 40 km/h. Ça, c'est le gain. Et forcément, plus la vitesse est faible, plus le gain est faible. Donc, si vous roulez à 30 km/h, vous serez plus aux alentours de 3% de gain de puissance. C'est-à-dire que si vous développez 300 watts, eh ben, vous allez pouvoir développer 5% de 300 watts en plus potentiellement théorique. J'ai pas fait le calcul, mais on doit être pas loin de 15%. Donc, vous allez être à 315 watts pour une énergie dépensée, des kilocales dépensés équivalentes. Mais ça, c'est à condition d'avoir une position parfaite et stable. C'est-à-dire que ça a été fait sur home trainer, en soufflerie, dans un milieu maîtrisé et contrôlé pour voir les gains de cette puissance-là. En réalité, ça fluctue vachement plus. Et on rejoint cette position parfaite. Je vous ai fait tout un épisode de podcast sur le bike fitting. Les 3 grands pôles pour progresser, pareil, ça a été démontré, il y a des études là-dessus. Les 3 grands pôles pour progresser et pour être bon à vélo. Le premier, c'est l'entraînement. Le deuxième, c'est le bike fitting. Et en 3e position seulement, on a le vélo aéro. Donc, et le vélo aéro, à 40 km/h, c'est 3 à 5% de gain de puissance. Quand tu as ces chiffres-là en tête, tu te dis, quand tu prends un step de recul, ouais, ok, bah en fait, c'est 3 à 5%. Il faut déjà que j'arrive à 300 watts avant de me dire, bah, ça va m'aider à passer à 315 plus facilement. Parce que si tu es à 200, bah, tu seras qu'à 210. Si jamais tu es à 100, bah, tu seras qu'à 105 gain de puissance. Et donc, l'impact est vachement... Alors, si tu es à 100 watts, bon, il va falloir commencer à aller à la salle et à pousser un peu. Il y a d'autres soucis. Mais le gain que tu auras avec faire, par exemple, un gain hivernal où tu fais tout un cycle hivernal en FTP, tu développes ta FTP par exemple, Functional Threshold Power, donc ta puissance nominale de maintien sur la course, c'est ton allure cible entre guillemets, l'équivalent du seuil, c'est une puissance que tu es capable, que tu es supposé pouvoir soutenir un petit peu de temps, 20-30 minutes potentiellement. Du coup, cette puissance-là, si tu la travailles sur 6 mois et que tu suis par exemple un programme Zwift avec du renfo et un programme Zwift sur 6 mois, tu peux gagner jusqu'à 10% de puissance. C'est-à-dire que les 3 à 5% que tu auras en ponctuel en achetant un vélo, saison après saison, tu peux prendre jusqu'à 10%. Il est où le choix? Il est où l'intérêt? Bah, c'est le double. C'est plus du double parce que c'est entre 3 et 5%. Donc, ça peut même être le triple si c'est 3% de gain à changer de vélo. Et sachant qu'on parle d'un vélo aéro. C'est-à-dire que si tu passes de ton vélo TCR 4000 balles à un vélo aéro à 8000, le gain, il n'est pas entre 3 et 5%. Le gain, il est bien passé d'un vélo random alu à un vélo carbone aéro entre 3 et 5%. Donc là encore, c'est pareil. Ils ont pris les extrêmes, entre guillemets. Ils auraient pu prendre avec un VTT, il y aurait eu des gains encore plus puissants. Mais en réalité, c'est pas si élevé que ça. On va chercher c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai pris le 2%, parce qu'on est plus proche d'un 2% de gain. Et 2%, c'est pas grand-chose quand tu peux gagner en FTP 10% sur 6 mois de travail de watts. Quand tu peux gagner énormément de plus de puissance à faire un travail de force max à la salle pendant 3 mois, 6 mois. Pareil, même exemple, un capteur de puissance, ça ne t'aide que si tu sais lire et interpréter tes données. Si tu sais pas ce que ça te donne et que tu te dis, bon, bah allez, admettons, tu as déjà parlé un peu watts, tu sais que ta PMA, elle est à 320, ta FTP à 300. Ok, trop bien. Trop bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu fais sur les variations, sur des séances intervalles où tu dois varier en fonction des seuils? Comment est-ce que tu corrèles ça à ton capteur cardiaque? Comment est-ce que tu t'extrapoles ces données-là? Comment est-ce que tu le fais sur la séance même? Tu analyses tes données après, avant, pendant? Comment est-ce que tu structures ta séance? Comment est-ce que tu sais quel seuil aller chercher? Bref, plein de questions qui découlent de si tu as un capteur de puissance et c'est tout. Bah, à part flex et avoir beaucoup trop de données pour les analyser,
c'est pareil, avoir trop de données mais pas s'entraîner, ça ne sert à rien. Dans un premier temps, le premier step overall, c'est s'entraîner. C'est aller s'entraîner, c'est passer du temps à l'entraînement et plus tu passeras de temps à l'entraînement, c'est le gain le plus important, numéro un, saison après saison, c'est la régularité et l'entraînement dessus. Pareil, une montre GPS qui t'aide à calibrer ton allure, elle peut t'empêcher bien souvent d'écouter tes sensations, d'écouter ton corps. Et donc, s'il y a du vent, s'il fait trop chaud, si tu es fatigué, que tu as mal dormi ou que tu as mangé trop gras, pas savoir que tu n'es pas tout à fait dans les bonnes zones. Et puis, le montre GPS, ok, ça te donne des allures, trop bien, c'est cool. En course à pied, c'est mieux de s'entraîner au cardio, c'est plus fiable, c'est plus intéressant. Le top du top, c'est le RPE, et quand on rentre, on analyse son cardio. Moi, c'est ce que je préfère. Mais ça, c'est les discussions que j'ai avec mes athlètes où on essaye de développer ce truc-là, ce ressenti de course, parce que quand tu es sur ton effort en triathlon, les aléas, il faut les gérer, il faut les tanker, et il faut être capable de te réadapter dessus. Par exemple, voilà, si on prend les exemples concrets, un triathlète qui roule à 30 km/h de moyenne, il gagnera 2 minutes sur 90 km avec un vélo aéro à 5 000 euros. S'il dort 1 heure de plus par nuit pendant sa prépa, potentiellement et théoriquement, il pourrait gagner jusqu'à 6 minutes. Donc la vraie optimisation, elle n'est pas forcément carbone, elle est en hormones. Et ça c'est la punch que j'ai préparée. Donc s'il vous plaît, on applaudit cette punch parce que j'en ai une deuxième. Vas-y, je vous envoie la deuxième. Le problème, c'est pas ton matériel, c'est ton obsession à vouloir qu'il compense ton manque de patience. Brr, 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 drop the mic, y'a quoi? Ouais, je suis parti en sucette, je suis dans des phases de rap nul, conscient, pas du tout. Non, 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 t'entends, j'écris des petites phrases, j'aime bien écrire des petites phrases un peu percutantes, un peu punch, que je trouve en soi très vraies. C'est le plus gros axe de progrès, ça sera toujours ta patience, ton investissement dans le sport que tu fais, et ça c'est valable pour tous les sports que tu pratiques, que ce soit le vélo, le triathlon, la course à pied, le trail, le ping-pong, l'équitation, peu importe, plus tu y passes de temps, plus tu t'y exposes, plus tu fais des erreurs, plus tu essayes, moins le matériel va te limiter. Et tu peux être à peu près sûr que si tu mets Kipchoge dans des chaussures flinguées qui ont 6 ans et qui n'ont plus d'amorti, il va quand même aller faire le marathon en 2h05 ou en 2h10. Si jamais tu mets Pogacar sur ton vélo de garage, tu peux être sûr qu'il te mettra quand même à l'amende, parce que la vraie force du type, à part le dopage en EPO, bon, ça, on n'en parle pas. C'est pas le sujet. Vous dérivez encore énormément. À part ça, évidemment, le mec a quand même de la puissance dans les jambes. Et quand tu vois ce qu'ils arrivent à sortir en termes de watts, tu te dis, bah ok, c'est juste mes cuisses qui sont pas à niveau et c'est juste ma puissance qui est pas au niveau. C'est pas le matériel le problème. Et c'est là-dessus que je veux amener votre attention depuis le début en vous le démontrant. Il y a 3 choses que j'ai listé, 3 choses, mais il y en a plus. Les 3 choses que la technologie ne remplaceront jamais. Le premier, c'est la gestion de l'effort. C'est savoir comprendre votre pacing, apprendre à lire vos sensations, vos données, savoir quand ralentir, quand accélérer. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait, notamment avec un coach dans la discussion. Bah là, ça va pas au taf, là, ça va pas à la maison. Je me suis embrouillé avec madame, on s'est séparés, ou avec monsieur. J'ai dormi sur le canapé, c'est compliqué. Je suis allé au taf, bah, je suis un peu mis de côté au taf. Je vis un truc pas très cool au taf. Bon, avec mes potes, c'est tendu en ce moment, on se comprend plus trop, on se voit plus trop. Oh, les enfants, il est ado, il casse les roubignoles, il fait n'importe quoi, c'est des prises des bras de fer tous les soirs en rentrant. Tout ça, c'est des choses, quand vous êtes le nez dedans et dans une prépa, qui ont un impact sur vous et qui ont un impact du coup direct sur vos performances et sur votre capacité à vous entraîner. Un capteur, il te donne un chiffre et ça bougera pas, c'est factuel. C'est un peu comme ChatGPT qui te donnera une réponse, mais que à la question que tu lui as posée. Si tu lui as posé une mauvaise question ou si tu as mal formulé ta question, lui, il répondra juste à la question que tu lui as posée. Ça ne donnera pas une vérité. C'est ton corps qui te la donnera, cette vérité. C'est ton ressenti et c'est ta manière de l'analyser et d'essayer de le comprendre saison après saison. Parce que c'est pareil, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand on est fatigué, quand on change de taf, quand on a des enfants, c'est des problèmes de vie où ça te remplit d'expérience. Et c'est des choses, tu peux pas l'anticiper, on est tous différents, on réagit tous différemment dessus. Et c'est une expérience, c'est de l'XP à laquelle il faut rester sensible, parce que les datas vous éloignent de tout ça, et de temps en temps, à trop regarder que la data, vous perdez de vue l'essentiel de, avant tout, c'est vous le pilote. Alors évidemment que c'est important, et quand vous êtes dans les soucis de performance, quand votre objectif c'est de faire top 10 sur une course, c'est d'aller chercher des très gros chronos, sub 10 heures sur Ironman, etc.
ou sub 9 heures, bah là oui, vous allez être obligé d'être très précis sur la métrique et très précis sur vos sensations et de savoir les réadapter, de savoir les lire et de savoir retoucher tout ça. Donc votre gestion de l'effort et votre écoute corporelle, ça, c'est des choses que la technologie, pour l'instant, ne pourra pas remplacer. L'empathie, la compréhension émotionnelle, c'est des choses que la tech et la data n'ont pas, et elles sont parfaitement déconnectées de ça. Et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir une dissonance dans votre entraînement ou des semaines où c'est pas forcément pertinent de surcharger alors que vous n'êtes pas capable de le digérer. J'aime bien, moi, de temps en temps, aller courir sans montre. Pour moi, savoir courir à une allure cible sans montre, c'est une compétence d'élite, c'est une compétence de pro. C'est-à-dire quand tu regardes Kipchoge, quand il fait ses entraînements à allure, il est pas en train de regarder sa montre. Il connaît ses paces, il connaît ses allures, il sait dans quelle zone il est et il y est quasiment à la seconde près et il est précis et régulier quasiment à la seconde près. Et ça se fait sans montre. Alors, vous étayez avec la montre après, derrière, en rentrant, vous dites OK, ou directement à chaud. Moi, ça peut m'arriver de regarder à chaud ma montre. Je viens de faire un 30-30, je me dis, bon, bah, je sais que les 30-30, je suis censé tourner entre 2,50 et 3 minutes au kill en fonction de la forme. Bon, bah, OK, je regarde en fonction, mais je le sais directement dans les jambes et les sensations si je suis en train de voler et de donner sur la séance ou si je suis un énorme boulet et que je suis plutôt en 3,05 et que je vais galérer à accrocher le 3 minutes ou si je suis en train de voler et que je suis en train de poncer le 2,50. Mais ça, c'est une compétence qui s'acquiert saison après saison et entraînement après entraînement. C'est important de l'avoir. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à aller vous entraîner à poil aussi. Alors, mettez un slip quand même, mais à poil, sans équipement, sans technologie. Le slip, c'est plus pour la pudeur des autres, pour éviter de finir au poste en garde à vue parce que vous auriez fait n'importe quoi. C'est pour vous. Vous faites ce que vous voulez derrière. Moi, tant que je ne reçois pas de photos, ça me va. Troisième chose que la technologie ne remplacera pas, c'est votre mental. La technologie, ça t'aide à t'entraîner, mais pas à tenir quand tout crame, quand tu es dans le dur du dur, quand tout part en sucette et qu'il faut tenir bon. Par exemple, sur mon Ironman, quand je me suis littéralement chié dessus, alors non, j'ai été aux toilettes, mais ce moment où j'ai été pris d'une violente diarrhée, et bah ça, la data, à part me dire que je suis à l'arrêt et que mon cardio est à 150, et bah ça m'aide pas des masses. Ça me dit pas quoi faire, ça me dit pas quelle stratégie adopter et ça me dit pas comment réétablir une stratégie et comment adapter la suite du programme et du plan. C'est bien souvent celui qui arrive à endurer le plus longtemps la souffrance, celui qui arrive au mieux à gérer son allure et son effort et à tanker cette douleur-là du sport, parce qu'on fait un sport qui est douloureux, que ce soit en triathlon, en trail ou en course à pied ou en vélo. C'est des sports où il faut accepter d'avoir les cuisses qui brûlent, d'avoir les jambes qui brûlent, d'avoir la tête qui va exploser, de plus être dans son corps, voire flotter à côté de son corps tellement on est dans le mal, et de continuer de serrer les dents, de continuer d'avoir la dalle, de continuer de tout donner et de faire un all-out malgré tout et d'y aller malgré tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Et si vous venez à acheter, à craquer, parce que on reste triathlète, on reste passionné, on adore se faire avoir par le marketing, on est des victimes conscientes globalement. Essayez d'apprendre à utiliser intelligemment votre matériel. Moi, je pose généralement 3 questions. C'est la règle des 3 questions, des 3 filtres avant d'acheter quelque chose. Première question, c'est est-ce que ce matériel va vraiment vous aider à mieux vous entraîner? Première question. Voilà, je vous la donne. Il n'y a pas de réponse. C'est vous qui répondez à ça. Si vous jetez en ce moment sur la Garmin, bon, n'y allez pas parce qu'ils sont en embrouille avec Strava. Ça pue du cul pour leur collab là. Ceux qui sont chez Garmin, si vous avez acheté la dernière 8 là à 1003, ça pue du boudin. Hein, c'est pas ouf. Mais bref, si vous jetez sur ça, sur un nouveau vélo, si comme moi vous avez regardé le Canyon et vous êtes fait avoir par la pub, est-ce que ce matériel m'aide à mieux m'entraîner? Est-ce qu'il m'aide à mieux récupérer? Et est-ce qu'il m'aide à mieux comprendre mon corps? Si la réponse est non à 2 des 3, c'est du gadget. Et auquel cas, c'est le plaisir qui prend le dessus. Gadget ne veut pas dire inutile. Ça peut être un achat plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'il faut que vous soyez au clair que c'est un achat plaisir. Et il ne faut pas le mettre comme, bah ok, je vais tout niquer avec. Non, tu te fais plaisir, Michel. Tu roules à 25 à l'heure sur le dernier carbone. Non, tu te fais plaisir. C'est pas le carbone qui va t'aider à gagner quoi que ce soit. C'est comme si tu es en 1 heure aux 10 km, mais du carbone. Tu vas peut-être gagner 30 secondes, bon, trop bien. C'est pas ça qui va te faire progresser réellement, c'est un investissement plaisir. Donc,
N'oubliez pas d'investir d'abord dans votre préparation, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, dans le sommeil, la nutrition ou le renfort. Utilisez les capteurs que vous avez déjà à dispo parce que je suis sûr que vous en avez déjà comme un outil de calibrage et non pas de contrôle. C'est-à-dire que ça arrive en deuxième plan. D'abord, c'est vos sensations et c'est les consignes que vous êtes fixées pour la séance et ensuite vous étayez ces consignes-là, savoir si vous l'avez réussi ou pas avec vos infos. Par exemple, une séance de frac où vous êtes censé vous mettre dans le rouge, si à la fin vous êtes dans le rouge, déjà c'est gagné à 90%. Allez pas chercher plus loin. Si l'objectif c'était 10 fois 200, vous mettre dans le rouge, vous êtes mis dans le rouge, c'est gagné. Quelque part, votre corps il a progressé. Est-ce que c'est optimisé? Est-ce que vous êtes parfaitement dans les zones? Est-ce que votre cœur a bien travaillé? Est-ce que c'est les allures cibles que vous deviez tenir? Est-ce que vous avez explosé, pas géré votre effort et fait les trois premières trop fortes et après vous êtes effondré? Potentiellement, mais ça vous l'aurez derrière avec un outil de contrôle derrière pour améliorer la séance d'après. Et je peux que vous encourager au moins une séance par semaine libre, toutes les semaines. Habituez-vous à faire des séances libres au jog, vous allez papoter, vous regardez. Si vous voulez emmener votre monde pour quand même avoir vos datas et quand même avoir un suivi, puisque je sais qu'on aime bien après regarder Strava, moi le premier, sur la fin des prépas, et dire ouais, quand même j'ai fait tout ça, c'est cool. Vous pouvez mettre votre montre, mais mettez un foulard dessus, la regardez pas, essayez de pas la regarder, mais c'est dur de pas la regarder parce qu'elle bip tous les kilomètres. Essayez de la mettre dans votre sac, comme ça vous êtes sûr que vous y toucherez pas, vous n'aurez pas le cardio ou vous avez la ceinture cardiaque, auquel cas vous pouvez la mettre dans votre sac et vous aurez la même info. Gardez cette séance libre, gardez le plaisir de faire du sport pour faire du sport et pas pour de la data, pas pour de la performance, pas pour progresser à tout prix, pour le plaisir de faire du sport, pour le plaisir d'avoir deux bras, deux jambes, d'être en pleine santé, de pouvoir juste vous déplacer dans l'espace en faisant un jog de 45 minutes. C'est déjà incroyable comme expérience, c'est déjà quelque chose que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à faire. Donc, laissez ça et pour moi c'est vital de faire des séances libres sans rien, sans objectif et apprenez à ressentir votre allure cible. Ça c'est voilà, c'est les conseils pour utiliser intelligemment son matériel. Ce seraient les conseils que je pourrais vous donner. Et je voulais pousser sur une petite partie. Alors là, je sais que je vais marcher sur des œufs et je me lance dans un truc. Vous me suivez pas, c'est pas grave. Mais je voulais un peu axer sur un angle un peu psychologique. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le triathlète se réfugie autant dans la data? Qu'est-ce qui le pousse? Parce que ou le routard ou le trailer, ça arrive aussi en trail. Pourquoi est-ce que ce sportif d'endurance se réfugie de plus en plus dans la data? Et c'est souvent la première question qui revient de t'as fait combien, tu roules à combien, c'est quoi ton chrono, tu vises combien, c'est quoi tes watts, c'est quoi et est-ce que tu prends du plaisir dans ta pratique? Est-ce que tu t'éclates? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait, de ton parcours? Est-ce que tu es fier des courses que tu as cochées? Est-ce que tu te régales tous les jours? C'est ça le plus important, c'est ça la seule vraie question. Et je comprends pas pourquoi le profil de triathlète entre guillemets de base stéréotypé évidemment. Pourquoi? Et je me suis amusé à me poser la question et à creuser un peu. Et pareil, j'ai une petite punchline pour vous. J'ai l'impression que c'est l'illusion du contrôle et la peur du vide qui guide ça. Les triathlètes n'ont pas peur de souffrir, ils ont peur de douter. La data, c'est le doudou du doute. Et ça, repense-y. Les triathlètes n'ont pas peur de souffrir, ils ont peur de douter. Et la data, c'est le doudou du doute. Je vous dis, je vais me lancer. J'ai une carrière de rap, pas du tout. Non, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez pour l'engagement du podcast. Je me régale à faire ça, vraiment. Ça me régale. Mais je trouve ça, enfin, mis à part que je m'éclate à jouer avec les mots, je trouve ça très vrai. En fait, c'est un truc où on n'a pas suffisamment confiance, du coup on a besoin de se comparer, on a besoin d'avoir des jalons et pour se comparer, il faut des chiffres parce que se comparer sur t'as kiffé ton jog hier? Ouais, j'ai kiffé. Ah ouais, moi aussi. Ah merde, on peut pas comparer. Mais du coup, qui c'est le plus fort? Qui c'est le meilleur de nous deux? Ah bah, on sait pas. Bah t'as couru à combien toi? T'as couru combien de kilomètres? T'as tenu combien de temps? Bah là oui, on rajoute de la data, on rajoute de la comparaison et on rajoute un truc de ah ok, ça va, c'est ok, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus costaud. Et du coup, ça me pousse à la question et je vous la pousse. C'est plus une réflexion. Je vous livre ça. Pour moi, le triathlète et le sportif d'endurance se réfugient dans la data parce que ça rassure, parce que c'est plus facile d'acheter un capteur que de se remettre en question, de remettre en question son plan d'entraînement, sa manière de s'entraîner. Et encore une fois, c'est très grosse vibes. C'est dans un stéréotype global, mais ça prend de plus en plus de place
apprenez à vous en détacher et j'ouvrirai juste sur une question. Il n'y a pas de réponse, j'ai pas envie d'apporter de réponse, j'ai plus envie de... C'est un peu mon côté philosophe. Dans ce podcast, je donne. Et comme ça, vous vous servez, vous prenez pas. Il y a à boire et à manger, vous vous régalez, on parle triathlon sous toutes ses coutures. Si jamais, toi, là, auditeur, pendant ta sortie, tu devais courir sans montre, voire je vous mets au défi, vous pouvez m'identifier sur Insta, faire des stories si jamais vous avez envie. Si je vous mets au défi, en plus c'est l'hiver, c'est dur, oh là là, ça va. Là, on va commencer à voir les vrais, ceux qu'on la dalle. Ce sera le sujet d'un prochain épisode de podcast d'ici 2-3 semaines parce que j'ai des invités de zinzin qui vont arriver dans les prochaines semaines. N'hésite pas à t'abonner pour rien rater et tout entendre. D'ailleurs, il y en a un là, j'attends énormément. On va parler hormonal, traitement hormonal, notamment pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs. On s'égare. Et du coup, pour la réflexion, si vous deviez pendant un mois courir sans montre, sans stats, sans data, juste pour vous, pour le plaisir, est-ce que vous sauriez gérer? Est-ce que vous continueriez à vous entraîner? Est-ce que vous continueriez à rester motivé? Ça ne veut pas dire ne plus faire de frac, ça ne veut pas dire ne plus vous entraîner, ça veut juste dire qu'à chaque fois que vous en faites, vous n'avez plus de montre. Vous coupez totalement Strava, Garmin, Suunto, Coros, peu importe. Vous coupez tout ça et vous dites ok, let's go, je vais rouler, je vais courir, je vais nager, mais sans montre. Nager sans montre, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur parce que tu détaches de la séance, tu fais ta séance, tu fais ton pap, tes poules, tes plaquettes, tu fais tes séances de respi, tes fracs, etc. Mais tu le fais au feeling. Et du coup, tu es vachement moins stressé. Moi, j'ai essayé en natation, et parce que tout ce que je vous dis, j'ai évidemment essayé avant. Et je trouve que tu es moins stressé et du coup, tu te tends moins sur les autres dans la ligne d'eau. Tu es plus là pour nager, pour déconnecter et profiter du moment que pour t'accrocher au stats. C'est une question. Est-ce que vous sauriez vous gérer? Est-ce que vous avez envie de relever le défi de faire un mois sans data, sans stats, sans rien, juste pour le plaisir de faire du sport et de vous dépasser? Ou ne serait-ce que mettre une séance par semaine? Et est-ce que vous sauriez gérer? Dites-moi, ça m'intéresse. Dites-moi en DM, dites-moi en commentaire. J'adore vos retours. J'ai eu énormément de retours sur l'épisode avec Amélie sur la vie de jeune maman en tant que triathlète. Kona, le scope de rêve, faire Kona quand on devient jeune maman, comment ça bouge, comment ça évolue. Et j'ai eu énormément, c'est celui qui a le plus fait parler, en tout cas qui m'a plus ramené de retour. Et vous savez quoi? J'adore vos retours. J'adore savoir que j'ai un impact, que vous m'écoutez, dans quelles conditions vous m'écoutez. J'ai pris un DM d'un mec qui m'écoute, big up à toi Thibaut si tu passes par là, qui m'écoute dans son van avec sa famille pendant ses road trips en allant de spot de vélo en spot de vélo ou de natation. Et il m'écoute et je me dis putain, je sais pas dans quelles conditions vous m'écoutez, je sais pas si vous kiffez pas. Moi je vous livre ma manière de voir, ma vision, c'est mon scope, il n'y a rien d'autre derrière, entre guillemets, que de vouloir vous transmettre et partager de base l'aventure Ironman, mais maintenant un peu plus, c'est ma passion et mon angle de coach avec ma vision. Et c'est juste ça, mais du coup, c'est un tel bonheur et un tel kiff de savoir comment vous m'écoutez, quel impact j'ai sur votre vie, votre vision, si j'en ai un, sans aucune prétention. J'imagine que pour la plupart des gens, j'ai pas d'impact, mais parce qu'on écoute toujours sans écouter. Mais si j'en ai un, je suis tellement content et tellement ravi. Le podcast sert à quelque chose, donc n'hésitez pas à bombarder. Évidemment, ça sert aussi pour le référencement. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires partout sur tous les épisodes. Oui, évidemment, ça permet de soutenir vos créateurs de contenu. Mais il n'y a pas que ça, il y a un vrai kiff derrière aussi, de se dire putain, j'ai pris le temps d'enregistrer cet épisode, j'ai pris le temps de vous faire des épisodes. Là, c'est à peu près, quand je suis tout seul, c'est après des épisodes de 40 minutes à chaque fois. C'est pas fini à la conclusion, donc continue d'écouter. Le jog peut se perdurer un peu. J'essaye de faire 45 minutes pour les jogs de 45 minutes parce que c'est ce que j'écoute moi, et quand il y a des invités c'est 1h30, 2h comme ça, c'est plus long et c'est pour les sorties longues. Bref, voilà, petite parenthèse, je kiffe, j'ai pris énormément de retours là-dessus, donc merci pour ça, pour toute cette good vibes. On verra où est-ce que l'aventure va me mener. J'en ai aucune idée, j'ai aucune attente, je fais ça pour le kiff, mais si j'arrive à en tirer quelque chose de bénéfique, ça peut être trop bien. Bref, en conclusion de cet épisode, le matériel, alors attention, je vous refais des punchlines, oh là là, je me suis donné sur celui-là, il y en a plein. Le matériel, c'est comme un bon vin, il sublime un plat déjà bien travaillé et des aliments qui sont bons, mais il ne sauvera jamais un plat raté. En gros, si t'es une quiche, c'est pas parce que t'achètes un vélo à 15 000 balles que tu vas devenir une quiche bonne. Non, tu resteras une quiche, mais sur un vélo très cher, globalement. Donc oui, tu peux acheter ce qui te fait plaisir, mais oublie pas,
que le seul capteur qui compte vraiment, c'est celui que tu as entre les deux oreilles et c'est ton cerveau. C'est le cerveau dont je parle entre les deux oreilles, c'est pas le nez, on est d'accord là-dessus. C'est vous le pilote central, c'est vous qu'il faut entraîner et c'est vous qui avez le plus d'impact sur votre entraînement et votre progression. Oubliez jamais ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de Triathlon Talk. J'espère que vous avez kiffé. Continuez de vous entraîner, continuez de prendre du plaisir, pas pour le matos, mais pour la maîtrise, pour le dépassement de soi, pour le kiff et pour bordel, ce que ça fait du bien de franchir une ligne d'arrivée, de se montrer qu'on est capable de le faire et vous en êtes capable. Donc n'hésitez pas là-dessus. Ce sera la petite conclusion bottage de fesses. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour des invités de zinzin, les prochains épisodes ils vont être trop cool, n'hésitez pas à aller écouter ceux d'avant, ceux d'après, il commence à y en avoir pas mal du tout et j'essaye de garder le rythme de 1 par semaine, tous les samedis à 9h, je vous donne rendez-vous, je vous dis ciao l'équipe, à très vite et pense à t'abonner, ciao, bye.